Alors bonsoir, moi je suis Ludovic au plein de H5, je suis avec Nathalie Joffre de Vroom, directrice de création et artiste contemporain, et Kim Le Boutin, directrice artistique, plus dans le domaine digital a priori. Elle pourra spécifier personnellement. Merci d'être venu. Donc moi voilà, je suis Ludovic Couplin, créateur du studio H5. Pourquoi la French Touch? Parce qu'en fait, j'ai débuté en faisant en fait tout l'artwork des disques de la French Touch, donc dont R, Étienne de Crécy. À partir de là, ça m'a amené vers d'autres expériences comme la vidéo et là, ce film sur les flux digitaux. Normalement, la première critique que j'ai fait artistiquement au sein du studio, c'était Logorama, qui était plutôt un film qui était une critique de la société de consommation. Et en fait, ça, c'est un film qui a été fait 5 ans après avec Mirwais, qui est un artiste musical, qui est plutôt connu pour avoir fait pas mal de... Il est producteur de Madonna, en fait. En fait, on voulait travailler sur un sujet sur les flux, la dictature des flux. Et en fait, on est arrivé à cette installation, parce qu'au final, c'est un film en 4K qui doit être vu plutôt en très grand. Et en fait, l'idée, c'est de se dire comment on peut matérialiser justement la dictature des flux. Moi, je l'appelle la dictature parce qu'en fait, toute la journée, on est en train de scroller sur des choses qui sont alimentées par des algorithmes. Et on s'est dit, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un shoot de ça, mais de le matérialiser. Et en fait, on l'a matérialisé comme un autoroute de flux. Et après, chaque entité a été traduite comme un parc d'attractions. Et en fait, nous, on est parti du principe que, en fait, on a relevé les 7 principaux sujets qui sortaient de ces flux, qui étaient les trucs les plus immersifs pour les gens. Et en général, il y a eu la finance, la pornographie, l'art, les datas. Et en fait, on pourrait encore l'enchaîner sur d'autres choses aujourd'hui, hein, mais... Et en fait, ce shoot de réseau ne fait que 6 minutes, en fait. Sauf qu'en fait, quand on scrolle toute la journée sur Insta et tout, en fait, c'est plutôt 3 ou 4 heures. Et en fait, pour avoir c'était de se dire, si on doit traduire ce que les gens ressentent à longueur de journée, mais sous une forme tridimensionnelle, faudrait voir ça pendant 4 heures. Et en fait, c'est à peu près la représentation de ce qu'on fait en permanence sur les flux digitaux. Et en fait, le spectateur, en fait, là, il est pris en otage. En fait, il a une seule ligne de fuite. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un scroll vertical, comme sur une application, c'est un scroll en perspective inversée, qui fait qu'on a toujours un point de fuite et on regarde toujours le fond de l'écran en attendant ce qui va se révéler. Et en fait, à chaque fois, on a une révélation d'un nouveau sujet. Et c'est comme ça qu'en fait, on passe de la médecine et du dopage en passant sur d'autres sujets. Après, par rapport au sujet d'aujourd'hui, il y a un aspect critique, mais un aspect forcément créatif. Et en fait, c'est comment aujourd'hui on crée des objets visuels différents par rapport à notre environnement. Et moi, je sais que personnellement, c'est mon travail quotidien. Et en fait, personnellement, je pense qu'on n'a jamais été autant sollicité visuellement par des images, mais que 95% de ces images sont identiques. Elles sont assez faibles, et parce qu'elles ne prennent pas tellement de risques, elles ne prennent pas tellement la parole. La publicité a cédé la place à la réclame. On est plus là pour vendre un téléviseur, un smartphone, une appli de rencontre que de vendre des histoires. Et en fait, du coup, c'est comment créer par rapport à tout ça et comment avoir une position un peu différente. Après, c'est un sentiment, hein, c'est un sentiment d'artiste. Je sais que moi, le Logorama et ce film-là, je les ai faits parce que, en fait, j'y suis confronté toute la journée au monde de la publicité, de l'identité visuelle, des major compagnies, de la musique. Donc, en fait, je vois très bien comment, en fait, tout s'est uniformisé au fur et à mesure des années.
mais qu'aussi H5 en tant que studio pour exister, en fait, notre parti pris, en tout cas, moi je parle pour H5, mais je pourrais parler pour Vroom et pour toi, Kim. En fait, c'est de se dire, on est obligé d'être différent. En fait, si on reste sur des acquis moyens, et ben en fait, c'est pas gratifiant, je pense, en soi, mais en fait, on n'existe pas. Et à un moment, le créateur, il produit pour exister aussi, il ne faut pas se leurrer. Moi, je ne connais pas de créateurs qui produisent pour être inconnus. Ça s'appelle sans ça s'appelle un exé ou ça s'appelle un maquettiste, mais ce n'est pas de la création. La création, il y a besoin d'avoir une prise de risque et d'avoir un parti pris surtout. Donc, je pense que les nouveaux médias, en fait, c'est pas. Il y a certes un aspect dictatural par les flux, par les algorithmes et tout, et par l'IA qui arrive, hein, soyons clairs. Mais à un moment, c'est comment on va se positionner par rapport à ça en tant qu'individu, artiste, créateur, pour proposer d'autres choses. Surtout quand on sait que l'IA, à l'heure actuelle, se nourrit que de choses existantes. Donc en fait, je trouve ça plutôt intéressant de se dire il va falloir trouver de nouveaux vocabulaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA allait très bien pour refaire du Moebius. Sauf que Moebius, quand il faisait du Moebius, il ne s'inspirait pas de quelqu'un. Il avait créé son univers. Donc en fait, je pense que peut-être qu'on est arrivé à un point où on va avoir une réaction créative assez puissante, justement pour se démarquer d'une sorte d'uniformité créative qui existe depuis quand même une dizaine d'années. Voilà, c'est à peu près tout ce que moi j'ai à dire sur ce sujet des images. Après, je pourrais rentrer un peu dedans. En fait, non, il y a un truc marrant quand même. Moi, je l'ai fait en 2016-2019, donc à la première élection de Trump. Et en fait, en le regardant aujourd'hui, c'est pas Hillary, mais c'était Kamala Harris. Mais sinon, ça n'a pas tellement changé. Et à la fin, en fait, quand la jeune fille brûle tout, en fait, c'est pas un autodafé, c'est plutôt de dire reprenons la main, en fait. Donc c'était plutôt positif que négatif. Il y a plein de gens qui l'ont vu négativement. Moi, quand je l'ai fait plutôt en pensant à ma fille. Et du coup, c'était plutôt de dire reprends la main et arrêtons d'être lobotomisés. Voilà. Maintenant, je vais te laisser un peu la parole à toi. Merci. Pour un sujet plus appliqué et plus aérien, parce que c'est pour le champagne. Un sujet sur lequel on a travaillé ensemble, mais qui était un sujet plutôt libre. Donc, je te laisse la main. Alors, bonjour à tous. On va changer, on va parler peut-être d'un sujet un peu plus appliqué. Effectivement, avec Ludovic, on a plusieurs fois collaboré ensemble. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est effectivement la question de la dictature. On parle beaucoup des images. Et dans la question qu'on a posée pour la conférence, il y a le mot expérience. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de passer d'une dictature des images peut-être à une dictature des expériences. Le mot expérience, on l'entend dans tous les domaines. On nous demande en permanence de créer des expériences. Je ne sais pas si on sait encore vraiment ce que ça veut dire. Est-ce que finalement on vit tous des expériences ou on en vit très peu, des vraiment marquantes? Je pense qu'il y en a très peu qui sont marquantes. Donc avec Ludovic, on a travaillé avec la maison Krug, donc c'est une maison de champagne très haut de gamme, qui a la particularité de faire un parallèle entre la dégustation du champagne et la musique. Donc c'est un sujet qui finalement on avait trouvé assez intéressant. En effet, en fait, chaque année, ils produisent une grande cuvée qui est très particulière parce qu'ils assemblent plusieurs centaines de vins dans une bibliothèque qui est constituée année après année. Et ils font un parallèle entre cet assemblage et la composition musicale. Donc c'est un sujet qui est assez polysensoriel puisqu'on parle de gustatif, de son. Et l'année où on a été interrogé avec l'agence, ils voulaient rajouter l'image. Donc ils se sont dit peut-être que ça suffit pas. Alors, il y a le son, il y a la dégustation de champagne. Il faudrait peut-être qu'on rajoute une dimension visuelle. Et ils nous ont posé la question de créer à la fois un petit film qui expliquerait ce parallèle entre l'expérience gustative et le son, et aussi une installation un peu plus globale. Et donc, on a eu l'idée de faire appel à Ludovic et au studio H5. Donc, on va peut-être passer le film. Alors, normalement, il y a du son, mais on va pas forcément l'avoir là.
Désolé, le son ne fonctionne pas. Alors, comme vous le voyez, on a proposé à Krug, c'était un parti pris un peu différent de ce qu'ils attendaient, parce que c'est une maison assez traditionnelle avec des codes très établis, de passer par un code de l'animation. Donc c'est pour ça qu'on est évidemment allé voir Ludovic et ses équipes. Ce qui était déjà en soi une marge, un pas créatif assez fort. Et ensuite, c'était aussi intéressant pour une maison de champagne comme ça de réinjecter des codes un peu pop, ce que vous savez très bien faire. C'est quelque chose auquel ils n'avaient pas forcément pensé. Et je pense que là, ça raconte quelque chose d'intéressant, c'est que je parlais du mot expérience. Donc j'ai fait ma bonne élève et je suis allée vérifier l'étymologie de ce mot, puisque finalement, je ne la connaissais pas. Et expérience, ça vient du latin, comme beaucoup de mots. Et dans expérience, il y a la notion de périris, c'est le péril. Et donc finalement, la notion d'expérience, elle va avec le danger. Donc tu as parlé de prise de risque, et je pense que ça, c'est une notion qu'on oublie souvent. En parlant du mot expérience, on va faire une expérience, ça va être sympa, on va se faire plaisir, on va être un peu passif. En fait, pas du tout. Si on veut créer des expériences qui durent, il faut qu'il y ait une prise de risque, il faut qu'il y ait un danger, il faut que la personne, à la fois le créateur, la créatrice, dans le processus créatif, il y a un risque, et aussi dans l'expérience, dans comment elle est éprouvée, il faut qu'il y ait une prise de risque. Et je pense que ça, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important dans mon travail artistique et dans mon travail créatif. Et je pense que c'est une question qu'il faut se poser à chaque fois qu'on crée une expérience. Est-ce qu'il y a une prise de risque? Est-ce qu'il y a un pas de côté? Est-ce qu'il y a une mise en danger des deux côtés? Je dirais que ça, c'est la première chose. Ensuite, on va peut-être mettre le film de l'installation, le deuxième film. Donc en fait, comme je le disais, Krug nous a aussi interrogés sur une installation. Donc là, on a eu pour mission de rajouter cet élément visuel à quelque chose qui était déjà très puissant au niveau sonore et au niveau gustatif, parce qu'il faut imaginer que ces images viennent accompagner une dégustation de champagne dans un espace, et avec un son qui a été composé par un compositeur belge qui s'appelle Ozark Henry, avec qui on a travaillé. On allait dans son studio. Et donc, avec Ludovic et son équipe, on a créé ces images qui se sont arrêtées. Qui sont en fait qui est un film d'animation très abstrait, volontairement très abstrait, donc là c'est encore plus abstrait parce que ça s'est arrêté, qui est un miroir en fait des notes de musique et des vibrations de la musique. Donc on a vraiment, Ludo a travaillé main dans la main avec le musicien, et aussi qui est censé être l'écho, ça s'appelle Krug Echoes, de ce qu'on peut ressentir physiquement quand on boit du champagne. Donc il y a l'idée de la bulle, il y a l'idée de la note, il y a plein d'analogies dans ce film que malheureusement on ne pourra pas voir. Et je pense que... Je finis... Je dis justement là, tu vas intervenir parce que je voulais parler de liberté créative. C'est assez rare, on va pas se mentir, hein, qu'on ait une carte blanche quand on travaille avec des marques de luxe. Souvent on pense en avoir une, mais souvent à la fin, on est assez, on va dire, contraint pour des raisons commerciales ou pour des raisons de message marketing. Je pense que là, on a eu quand même globalement un travail artistique assez complet entre la musique, le visuel avec Ludo, le texte, etc. Donc il y a eu vraiment une volonté de créer une expérience polysensorielle. Donc c'est pour ça que c'était un exercice et un exemple qui était assez intéressant à vous montrer. Je ne sais pas si tu peux en parler 2 minutes. Oui, moi, je vais juste te dire deux mots. En fait, le premier film que vous avez vu, c'était le teaser. C'était pour annoncer l'événement qui serait dans un lieu, soit un opéra, soit une cave, soit la diffusion du film. C'était un opéra, je crois. Alors oui, le film que vous n'avez pas pu voir a été diffusé à l'Opéra de Paris et partout dans le monde. Et donc en fait, le premier film que vous avez vu, il était plutôt figuratif parce que c'est un teaser, donc il est là pour annoncer où est-ce qu'on va aller. Il s'inspirait clairement de Saul Bass et de certains génériques des années 60. Et en fait, lui, il est figuratif parce que le film suivant, qui est beaucoup plus long, qui dure une 30aine de minutes, est lui, à l'inverse, complètement abstrait et entièrement synchronisé entre, en gros, c'est l'onde et le son. Et en fait, du coup, on était en immersion complète dans un théâtre, et en fait, chaque sensation, dégustation, entre la pétillance, le goût, en fait, se retranscrivait en fait sur les écrans par des systèmes en fait d'animation simplifiée qui jouaient uniquement avec des cercles concentriques. En fait, on pourrait imaginer que c'est un peu, du Sonia Delaunay animé. En fait, du coup, c'était vraiment, il y avait
d'un côté l'orchestre, d'un côté la vision et d'un côté la dégustation. Et en fait, on faisait appel à 3 sens différents pour être en immersion dans cette installation. C'est sûr qu'en le voyant comme ça, c'est un peu abstrait. Donc c'est pour ça que je préférais le spécifier. C'est que chacun a un sens, en fait. Voilà. Il y en avait un qui était figuratif, c'est un teaser, c'est comme une carte d'invitation. Il vous invite à aller à vivre l'expérience. Et après, l'expérience, elle était quelque chose de plus immersive. Oui, et je pense que cet exemple, pour moi, encore une fois, sur la question de l'expérience, il était intéressant parce que les personnes qui ont visionné, donc, et entendu, puisqu'il y a le son et l'image, cette expérience Crew Geckos, ils sont actifs. C'est-à-dire qu'ils sont en train de déguster, ils sont en train d'entendre, ils sont en train de regarder. Et pour moi, ça aussi, c'est un point hyper important par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure de la dictature des flux, où on est vraiment passif, en fait. On est assis, on est dans l'horizontalité, on est sur l'autoroute. On ne fait pas grand-chose. Je pense que c'est important de réinvestir tous les sens et aussi réinvestir le corps. On dit aussi beaucoup qu'une expérience, elle est ressentie quand le corps est un peu mis en danger. Donc on n'est pas assis avachi en train de regarder, mais on est actif. Et je voulais parler juste en parallèle d'un sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui est complètement différent de ce qu'on vient de voir, mais qui est assez significatif. Des expériences, on en a depuis des millions d'années. Des milliers d'années. Un sujet auquel je suis très attachée, c'est la préhistoire et les grottes préhistoriques. Donc je fais un pas de côté. Mais je pense que quand on va dans une grotte préhistorique et qu'on va voir des images, ce qu'on voit, c'est vraiment une expérience totale, puisqu'on sait que les conditions dans lesquelles on voit les images, la température, le temps qu'on met pour arriver jusqu'aux images, le froid, l'humidité, tout ça contribue à la façon dont on les regarde. Donc là aussi, c'est une expérience, parce que le corps est actif et tous les sens sont utilisés. Et je pense que c'est une façon de voir les expériences peut-être qui peut nous amener à sortir de cette dictature dont on parlait au début. Il faut être actif et pas passif. Il faut être actif. On se lève. Voilà. Je crois que c'est à toi. On va passer la parole à Kim. Merci. Est-ce qu'on peut mettre la petite vidéo ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est hyper difficile de parler parce que j'entends rien. Enfin, j'entends beaucoup ce qui se passe autour. Je ne sais pas si c'est mieux de votre côté. Non, mais je vais me mettre là-bas. C'est mieux ici. Parce que sinon, j'entends tout ce qui se passe là-bas. Vous avez vu un petit film qui sont juste des extraits de certains projets que j'ai faits. Donc Ludovic a dit tout à l'heure que j'étais directrice artistique dans le digital. C'est pas faux.
J'ai commencé à m'intéresser à l'espace numérique assez jeune. J'ai commencé à coder des sites au début des années 2000, quand j'avais 13 ans. Et je fais toujours des sites internet aujourd'hui. Sauf que l'espace numérique que j'explorais quand j'avais 13 ans n'a plus rien à voir avec l'espace numérique qu'on connaît aujourd'hui. À plusieurs égards, les usages qu'on en fait, mais aussi la façon dont il est composé. On parle de Web 3, on parle de Web 2, et on a d'ailleurs nommé le Web 2, le Web 1, en nommant le Web 2. Tout ça fait que je me suis retrouvée à avoir ma propre agence que j'avais créée à Londres en 2015. Et au moment du Covid, un moment un peu de catalyseur pour le commun des mortels, où on s'est tous retrouvés en quarantaine et accrochés à nos écrans, et où il y a l'une des œuvres qui a été présentée là, l'un des projets qui a été présenté là, qui s'appelait Through the Window, qui a invité à prendre une photo du ciel, que j'ai créé pendant le Covid, et qui récupère des pixels du ciel et qui les rassemble pour recréer une matière numérique à partir de toutes les participations des utilisateurs et des utilisatrices. Et en fait, au moment du Covid, je me suis rendu compte que le métier que j'avais toujours voulu faire et que j'effectuais avait complètement changé, à une rapidité qui ne laissait pas le temps à la plupart des utilisateurs et des utilisatrices de se rendre compte de ces changements. Et encore plus aujourd'hui, il y a une accélération des technologies, du développement des technologies, et surtout de l'imprégnation de ces technologies-là dans nos usages quotidiens. En particulier, donc, au moment du Covid, je me suis dit que c'était important qu'on puisse se laisser un espace pour réfléchir. Autour de moi, les personnes qui avaient fait les mêmes études que moi, donc j'ai étudié en école d'art, j'ai étudié au Gobelin. La plupart des gens se retrouvent à travailler pour des grandes entreprises, mais sans se poser les questions de ce qui se passe quand je produis une interface numérique et qu'elle arrive chez quelqu'un. Je me pose beaucoup de questions qui restent dans le cadre de cette interface. Et donc, en fait, on reste dans un espèce d'écosystème où je crée avec l'ordinateur, je crée pour l'ordinateur, mais sans me poser la question des humains à la fin qui vont recevoir ces interfaces. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'était de réimpliquer ce qu'on appelle l'agentivité, donc la capacité d'agir au sein de ces interfaces-là. Non pas de se dire que le numérique est un espace qui est vain aujourd'hui, qui est un constat que certaines personnes font, mais plutôt de me dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut créer différemment pour pouvoir redonner cette agentivité aux utilisateurs et aux utilisatrices. Donc j'ai écrit un manifeste dont on a vu un extrait à la fin qui est un manifeste pour la friction positive, avec l'idée de ramener de la friction dans l'expérience numérique, puisque tout a été aseptisé, puisqu'on a essayé d'enlever toute forme de friction, toute forme de frustration, afin de se retrouver dans ce flux continu et sans qu'on se pose de questions. Et en fait, c'est des principes d'interaction et donc des principes d'interface qui ont été pensés par des personnes qui connaissent très bien la façon dont le cerveau fonctionne et qui ont inventé ou trouvé ces principes. Beaucoup de ces principes ont été par exemple inspirés des casinos. Comment je fais pour garder des personnes en face d'une machine à sous le plus longtemps possible. Et donc, c'est des principes de design. Et le design s'est mis au service de ces flux. Pour autant, on a la possibilité toujours de créer les choses d'une autre manière et de reprendre possession de ces expériences et de choisir ce qu'on veut en faire et qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Et en particulier, dans le travail que je fais, là, c'était une sélection de projets qui étaient plutôt des projets personnels, mais je travaille énormément avec les marques de luxe. Et dans ces environnements-là, toutes les marques de luxe, à cause de cette aseptisation, finissent par avoir une expérience qui est extrêmement similaire d'une marque à l'autre. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup dans le conseil en stratégie digitale pour essayer d'accompagner des marques qui ont perdu cette authenticité-là, cette identité-là dans l'espace numérique qui est devenu un monde très pauvre finalement en termes d'expérience, en termes d'interface aussi, puisqu'on navigue d'une plateforme à l'autre et que ces plateformes conditionnent les contenus qui vont s'y trouver.
Donc aujourd'hui, la possibilité de travailler par exemple avec des marques comme Bottega Veneta qui ont décidé de quitter les réseaux sociaux à la suite du Covid et d'avoir la capacité de les accompagner pour dire ok, si je suis plus sur les réseaux sociaux, alors comment je vais faire pour m'exprimer sur les médias digitales si je n'ai plus accès à l'audience d'une manière aussi simple que de poster une story sur Instagram. Donc c'était un cas très concret, par exemple, avec eux il y a quelques années, et avec le directeur marketing qui voulait juste réactiver le compte, qui était une option, mais qui était aussi une option qui annulait complètement la démarche qu'ils avaient faite quelques années auparavant, qui avait été saluée par un grand nombre de marques de luxe. Et donc il a été question de réfléchir à comment créer un espace numérique créatif pour la marque, pour qu'elle puisse s'exprimer avec ses propres codes et qu'elle ne soit plus contrainte aux exigences des plateformes et pour pouvoir se réapproprier cet espace numérique. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment sur ces sujets-là que je travaille et ça se déploie à la fois dans la production d'écrits, dans la production d'œuvres qui sont un peu comme celles que vous venez de voir, qui sont des installations interactives, mais aussi dans le conseil, et en particulier dans ce qu'on appelle aujourd'hui la brand experience stratégie, de redonner cette agentivité dans l'expérience de marque. Voilà. C'est bon ? Ouais. Alors, on a fini, hein ? On a fini. Il n'y avait pas d'autres images ? Non, moi j'ai pas dit. Ok. Alors, est-ce qu'on peut continuer la discussion ? Je crois qu'il y a un quiz, non ? Ah, il y a un quiz, ok. Oui. S'il y avait des questions, donc il ne faut pas hésiter. Ouais, n'hésitez pas, si on a un petit temps pour les questions. Mais on peut relancer la conversation aussi, mais je pense que c'est mieux de prendre des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais justement une question sur ce que vous venez juste de dire par rapport à Bottega Veneta. Quelles ont été les actions qui ont été mises en place justement dans ce cadre pour permettre de communiquer malgré le fait que vous n'ayez pas accès à toutes ces plateformes de réseaux sociaux de manière concrète? Alors, effectivement, c'est peut-être un cas que j'aurais dû mettre dans la vidéo, mais c'était assez abstrait de le sortir de ce contexte. Donc Bottega, ça a commencé par des ateliers pour entendre les voix de toutes les personnes qui ne sont pas d'accord au sein d'une marque. Donc il y a l'équipe digitale, il y a l'équipe image, la direction marketing, etc. Et de comprendre quel est l'ADN de la marque et déjà pourquoi ils sont partis des réseaux sociaux au départ. Donc de remonter déjà un peu ce fil et comprendre quelle a été cette démarche-là. Et cette démarche, en fait, est tout à fait symptomatique de cette marque et de comment elle veut s'exprimer. C'est une marque de tanneur qui a une histoire très forte. Et pour eux, rester sur les réseaux sociaux et devoir poster tous les jours et de devoir créer et de travailler avec des influenceurs, ça ne collait pas du tout avec l'ADN de marque. Donc, ils ont décidé de partir. Mais ça, il a fallu leur faire dire. Parce qu'en fait, c'était une décision qui a été un peu spontanée. Et c'est pour ça que le directeur marketing, à ce moment-là, avait juste dit on n'a qu'à revenir. Et c'est voilà, comme ça, le problème est résolu. Donc, ce qui a été produit à la fin, c'est une application, donc c'est un objet digital. Parce qu'on a une tendance à se dire que le digital n'existe pas, intangible. Mais là, en créant une application, c'est un peu un lieu de rendez-vous pour Bottega Veneta et des personnes qui ont envie de rester en contact avec la marque. Donc il y a une démarche, on n'est plus du coup dans une question de passivité des utilisateurs qui sont sur l'application. C'est une démarche active, déjà de télécharger l'application. Et ensuite, cette application, elle propose différents contenus. Donc ça a commencé avec les live shows, et ensuite des lookbooks, mais avec des lookbooks interactifs un peu augmentés, et puis après une radio, etc. Donc en fait, il y a eu de plus en plus de fonctionnalités qui ont été rajoutées, mais à chaque fois ajoutées à des moments où c'était important pour la marque de prendre parole. Et par exemple, la radio, c'était en collaboration avec NTS Radio à Londres, donc dans des contextes qui font sens pour eux. Donc là, c'était la réponse, ça a été de créer cette application qui crée une barrière à l'entrée, évidemment. Mais donc c'est ça l'idée de la friction positive qui avait été déjà énoncée à ce moment-là. Cette friction-là, elle est là pour ramener une histoire et de l'ADN de marque qui est complètement perdu. Et là où c'était très drôle aussi pour eux, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un, une jeune femme qui a créé un compte qui s'appelle New Bottega et qui faisait tout le travail qu'eux n'avaient pas envie de faire.
C'est-à-dire qu'ils repostaient toutes les campagnes, etc. Et il y avait plein d'influenceurs et d'influenceuses qui portaient les vêtements, mais en fait qui se les achetaient. Donc ils n'avaient pas besoin de jouer ce jeu-là. Donc c'était une position très confortable. C'est pas donné à tout le monde, mais ça a été, je pense, dans le prolongement de cette action au départ en 2021 de quitter les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un derrière vous. Bonjour. Merci pour cette présentation. Je vais commencer par un exemple. Je sais qu'en écriture, j'utilise la question « Comment partager ma vérité avec empathie ?» pour garder une forme de guidance, on va dire, dans ma... Garder ma vérité avec, pardon. Comment puis-je partager ma vérité avec empathie? Avec empathie. C'est un peu comme la ligne de guide, on va dire. Et je me demandais si vous auriez une phrase ou une question à partager pour les personnes qui sont dans un processus de créativité, que ce soit sur un projet, etc., qui puissent en fait aider quand on est dans cette espèce d'entre-deux où on se dit « Ah, mais il faut que je suive les codes, mais en même temps, du coup, j'ai plus de flow. » Et est-ce que vous pourriez partager voilà, une phrase ou quelque chose qui peut aider à rester fidèle à sa créa et à y croire? Je pense que l'exemple de Moebius tout à l'heure et des IA était assez intéressant parce que aujourd'hui, et donc j'enseigne aussi avec la question des intelligences artificielles qui sont censées faciliter la production, en tout cas, pas forcément la création. Pour moi, il y a Ezra Pound, le poète américain du XXe siècle, qui disait que les artistes sont l'antenne de notre race. Bon, c'est bizarrement traduit, c'est une antenna of the race. Moi, j'ai l'impression qu'il est essentiel, par exemple, donc je travaille essentiellement sur les questions numériques, les interfaces, en particulier les interfaces mobiles, puisque c'est l'usage principal aujourd'hui. Mais mes inspirations sont essentiellement des choses qui n'appartiennent pas au monde numérique. Donc, mes inspirations, ça va être le travail d'artiste, ça va être des jeux de plateau, ça va être des livres, de la peinture. Et en fait, je trouve que sortir de son propre champ d'action, c'est une grande source d'inspiration et de partager. Et ça, bon, je ne sais pas quel âge vous avez, moi j'ai 36 ans, et quand j'étais à l'école, j'ai fait une école d'art à Paris où il y avait un peu cette pensée de protéger son idée, de la garder près de soi, et sinon elle va être volée. Et moi, c'est vraiment... ça, j'y crois fortement, et en particulier, Internet nous fait bien nous rendre compte de ça. Les idées sont dans l'air. Et en fait, c'est important de les partager pour avoir une réponse. Par exemple, en ce moment, je suis en train de créer un festival autour des nouvelles formes de production numérique, de nouvelles formes de création numérique. Et c'est une idée que j'ai eue parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de proposition comme ça à Paris. Mais c'est mon intuition. Et il faut que je la confronte au réel. Et cette confrontation au réel, je pense qu'il ne faut pas la retarder trop. Moi, c'est un peu ça ma façon de faire. Donc après, ça fait un peu le truc de je parle beaucoup, mais je fais pas grand-chose. Donc ça fait un peu je procrastine, mais moi, c'est assez moteur parce que quand il y a, par exemple, avec cette question du festival, je sens qu'il y a un intérêt d'un potentiel public. Ça me donne envie de faire advenir cette réalité-là. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question de l'écriture. Oui, mais... ça fait écho à beaucoup de choses sur lesquelles je travaille. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ? On peut s'auto-interviewer ? On peut se poser des questions ou même conclure. Je ne sais pas s'il nous reste encore un peu de temps. Oui, 5 minutes. Il y a un monsieur Vous avez une question ? qui lève la main. Bonjour, merci. C'est une question et une réflexion. En fait, la question que je me pose, c'est la création est-elle condamnée à s'exprimer qu'à travers les écrans ? Et si oui, est-ce que c'est finalement pas une fatalité que d'être inondé dans un flux, comme vous le disiez, lisse, voilà, monotone et qui répondent à des codes adaptés à l'usage des écrans. C'est une question ou un constat pour vous ? Je pense qu'on... Un peu des deux, mais votre avis, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, quoi. Moi, je vais donner juste un exemple.
Stanley Kubrick, dans son film Orange Mécanique, à la fin, la torture du personnage principal, c'est d'avoir les yeux ouverts avec des pinces et de regarder des kilomètres de film. Donc c'était une torture, il est en prison, dans un état un peu policier. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse en fait. Les gens le font volontairement et avec plaisir. Donc en gros, de 1970, la date du film à aujourd'hui, en 50 ans, on est passé d'un extrême à l'autre. Après, moi, j'ai pas de conclusion. Je connais les deux, je vois les deux images et je me dis, la nature humaine est assez fascinante et on est passé d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas d'équilibre là. C'est juste un constat. Après, moi, je pense quand même. Alors, je vais mettre un petit peu d'optimisme, mais je pense qu'il y avait une philosophe qui s'appelait Annie Lebrun, qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui disait que quand on regarde des réseaux sociaux et dans les flux, on est amputé de son corps. Et moi, je crois beaucoup au fait de réinvestir les sensations et le corps, et qu'avec ça, on inventera des nouveaux visuels, des nouvelles façons de créer, et j'y crois. Voilà. Moi, pour revenir sur les écrans, moi, je viens de là. Moi, ça me fait penser à Bernard Stiegler, qui a utilisé le terme du pharmacon, comme on a parlé de définition, qui est un terme grec. Pharmacon, ça veut dire à la fois le poison et son antidote. Et je pense que ça, et Bernard Stiegler utilise la notion de pharmacon pour l'appliquer à toute technologie. En fait, même à l'écriture. L'écriture, à la fois, a été... d'ailleurs, au début même de la radio, tout le monde était ah là là, on va être complètement submergé par les ondes radio, il va y avoir du bruit tout le temps, etc. On a la même réaction. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a toujours un moment d'ajustement. Il y a comme un balancier qui va trop loin d'un côté. Et je pense que l'écran n'est évidemment pas l'unique solution. Et pour ma part, effectivement, il y a réinvestir le corps. Il y a certaines images que j'ai montrées là où je montre le corps. Enfin, je montre. En fait, et c'est ça la gentilité aussi. C'est au lieu de concevoir une interface pour cet écran-là et de penser juste à qu'est-ce qui se passe dans cet écran, qu'est-ce qui se passe, quelle est la posture de l'humain, comment il respire, qu'est-ce que ça fait à ses yeux, et ce genre de questions. Donc l'écran, ça n'est qu'un médium, et le médium est le message. Mais il y a plein d'autres options, évidemment. Mais aujourd'hui, c'est vrai que, par exemple, j'ai un ami qui collectionne les NFT. Il est lui-même artiste et il ne fait pas de l'art numérique uniquement, il fait des sculptures qui sont à Beaubourg, etc. Mais il a sa collection de NFT et quand il m'a expliqué sa démarche, il y a quelques temps, il me disait aujourd'hui, quand j'achète quelque chose, je le montre aux gens en montrant regardez ma nouvelle voiture, regardez le gâteau que je viens de faire, etc. Donc c'est vrai que c'est un médium qui est prédominant dans notre façon de communiquer. Donc c'est plutôt une question de communication générale, mais pour moi la créativité ne doit pas du tout se restreindre à l'écran. En revanche, la créativité qui doit communiquer, c'est méta presque. Elle va devoir peut-être se poser la question de à quoi ça ressemble dans un écran, mais de la même façon qu'une œuvre qui est une œuvre, par exemple un opéra qui est enregistré, qui se retrouve dans un écran. L'enregistrement de la représentation live, ça n'est pas la représentation live. Donc cette question-là est très très vaste, je pense. Ouais. Je crois qu'on a un time's up. On a 6 minutes. Vous voulez faire une petite méditation? C'est vrai? Alors il y a des trucs que je fais. Bon alors, allez, on va le faire. Il y a des trucs que je fais... c'est que je guide des méditations. Et ça, j'utilise pas d'écran pour le faire. Alors, si vous voulez, on peut le faire. Mais alors, si vous voulez pas le faire, vous êtes libre de partir. Mais si vous restez là, vous le faites parce que sinon, ça perturbe un peu. Ça va être difficile parce qu'il y a plein de bruit. Alors, vous allez fermer les yeux. Et c'est pas grave si les gens partent. Mais ceux qui restent ferment les yeux. Vous devez le faire parce que vous êtes là. Vous fermez les yeux. Et vous prenez une grande inspiration. Tu fermes pas les yeux. Inspire. Expire par la bouche. Inspire par le nez sur 5, 4, 3, 2, 1. Retiens ton souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Expire par la bouche. 5, 4, 3, 2, 1. Retiens ton souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Et inspire.
par le nez. 5, 4, 3, 2, 1. Retiens ton souffle. 5, 4, 3, 2, 1. Expire par la bouche. 5, 4, 3, 2, 1. Retiens. 1, 2, 3, 4, 5. Prends une grande inspiration à ton propre rythme, au maximum. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Et voilà. Donc on n'a pas besoin finalement d'écran. Non. On a juste besoin du corps et de la respiration. C'était la Respirer, c'est conclusion. important. Merci. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci.